Bonsoir et bienvenue sur votre émission En toutes lettres avec Omar El Fouti Youba, auteur à la plume prolifique. Nous parlerons ce soir surtout de votre roman Péril jeune ou le ras-le-bol d'une jeune fille de Claudel. Alors, Péril jeune, donc édité en 2021 aux éditions Salamata. C'est un roman réédité, c'est ça? Oui, il est réédité. Bonjour Annie, je me réjouis aujourd'hui de participer à votre émission sur Tawhid FM, que je suis de temps à autre, et j'estime qu'il est important que la relève se saisisse de cet important volet que constitue la promotion de la culture et la promotion de la littérature en particulier. Merci beaucoup. Encore. Alors, Péril jeune, donc, vous tournez, en fait, vous abordez plusieurs thèmes, que vous tournez autour de la vie de Aïcha, votre héroïne principale. Aïcha, c'est une jeune fille sénégalaise de 24 ans et actuellement, elle a un souci, c'est qu'elle n'arrive pas à se marier. Elle se considère vieille fille, alors pourtant elle est jolie. Et en plus, elle ne croit pas forcément à l'amour. Elle ne croit pas qu'on va se marier parce qu'on est amoureux. C'est ça, pour une jeune fille, c'est assez... Aïcha, c'est une jeune Sénégalaise, comme on la retrouve dans tous les foyers, qui, arrivée à un certain moment de sa vie, entre la vingtaine et la trentaine, pense à se caser. Parce que la socialisation au Sénégal passe par le mariage. Oui. Et quand on dure dans le célibat, déjà il y a de la stigmatisation, ce qui pousse nos jeunes gens, qu'elles soient garçons, donc de sexe masculin ou féminin, donc à se prester donc, dans cette guerre des sens dont je parle, puisqu'on évolue vers ça, donc vers le lien matrimonial, sans que la réflexion, sans que la patience qu'il faut, la tempérance, donc toute l'intelligence sociale donc, que l'on doit appréhender dans le cadre du mariage soit réellement mis en branle donc, dans ce processus de vie. Et c'est là où peut-être on revient sur comment on vit le mariage dans nos sociétés, comment également on se prépare au mariage dans nos sociétés. Ce qui est quand même important. Oui, c'est vrai. Par contre, je vais me permettre de vous contredire un petit peu. Vous dites filles comme garçons, mais pour moi, surtout actuellement, c'est plus les filles qui cherchent à se marier parce que les hommes ils se disent tout le temps j'ai le temps, non, j'ai pas encore les moyens, alors que les filles, en fait, on pense plus au mariage pour avoir pas une situation, mais presque, alors que les hommes, non, si, je vais t'épouser, attends juste que j'attends d'avoir un meilleur travail, j'attends d'avoir une meilleure situation. Donc, c'est plus les filles, à mon avis, que les garçons. Mais bon, vous nous direz ce que vous en pensez, chers téléspectateurs. Mais vous avez raison, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Effectivement, l'homme veut fonder un foyer, mais il ne l'envisage qu'à partir d'un certain moment où il s'est fait dans sa vie. Et ça également, c'est la procédure d'une représentation, d'une projection de ce que pense la société. Donc, on a cette représentation mentale qui fait qu'au fond, l'on se dit qu'on doit pouvoir tenir le foyer. Pouvoir le tenir, c'est non pas en usant des ressorts psychologiques, donc, mais c'est simplement en ayant justement les moyens financiers. C'est ce qui fait que l'âge auquel les hommes se marient peut être, en tout cas, plus élevé que celui projeté par les femmes. Parce que pour les femmes, ça devient une contrainte sociale. Vous êtes une adolescente, vous devez vous marier, vous ne le faites pas, on va vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi ton problème? Justement. Et il y a cette pression qui est là, donc tout le temps poursuit les femmes, les filles, de sorte qu'on se marie, on se précipite avec le premier venu, et vous verrez excusez-moi du terme, des jeunes filles très intelligentes, très bien formées, donc quelquefois s'enfermer dans des voies sans issue, parce qu'à un moment donné, il fallait le faire et elles l'ont fait. Elles l'ont fait, ouais. Exactement. Mais vous avez tout à fait raison, les garçons sont moins assujettis à cette pression sociale, mais il n'empêche, la voie de socialisation au Sénégal, c'est le mariage. C'est vrai. On nous permet ce qu'on ne permet pas aux femmes, malheureusement. Malheureusement. C'est ça, ouais. Et quand le dévoiement atteint une frange de la population, l'on jette le discrédit sur les femmes, alors qu'au fond, on ne fait bien les choses qu'à deux. Donc je dis bien entre guillemets. C'est bien noté, j'espère.
Alors, vous parlez aussi de ces relations rapprochées, de celle d'Aïcha, j'entends, et de la cherté de la vie aussi, en fait, qui favorise maintenant la bienveillance des parents qui ferment les yeux sur le comportement de leur fille, comportement qu'ils n'auraient jamais accepté en temps normal, on va dire. Oui, c'est une licence que l'écrivain s'est accordée. Les relations rapprochées, entre guillemets, c'est les relations entre jeunes. Donc, ce processus qu'on a décrit dans le cadre du Mbaran qu'on connaît dans notre société. Donc, une jeune fille qui a plusieurs donc, petits amis. C'est ça les relations rapprochées pour que les téléspectateurs nous comprennent. Oui. Effectivement. Aujourd'hui, on est dans une société de permissivité où les parents donc, ont laissé également, se sont laissés dominer par cette recherche donc en tout cas de finances. On est astreint donc à cette exigence donc de la dépense quotidienne. Et lorsqu'on court derrière la dépense, on voit en fait à travers cet enfant qui est là, qui grandit devant nos yeux, qui commence à être un fruit attrayant pour certains prédateurs, donc un objet de convoitise, mais qui est capable de rapporter donc la dépense. Et au final, certains donc laissent libre cours donc à cette propension des jeunes filles à entretenir beaucoup de petits amis. Et ça, quelquefois, avec l'œil complice de la maman qui entretient également ce masque-là, donc cette propension à dulier la vérité, dulier tout ce qui est difficile à dire dans un fatras de mots pour laisser couler tout ce comportement asocial. Exactement. Et au final, on se retrouve après avec une société bien ancrée dans le développement où les deux sexes donc, contribuent donc, à déliter le social, où les enfants grandissent dans un environnement qui ne favorise pas l'assise des valeurs morales et où au final, tout est relativisé et ça nous renvoie à ce boule-falé dévoyé que l'on rappelle au début du roman. Parce que le roman a été écrit dans les années 2000, en 1998. Et c'est toute l'ambiance de l'époque avec les positifs Black Soul, et vous le verrez plus loin, Human que l'on cite dans le roman. C'est tous ces aspects qui sont valorisés, qui sont mis dans leur propre contexte, mais quelquefois qui sont décontextualisés au sens où la jeunesse également, donc prise par la facilité, donc quelquefois dévoie les mots, y met le sens qu'elle veut. Et c'est là où le boule-falé, en un moment donné, au lieu d'être un exutoire social qui permet simplement d'amortir les chocs, donc devient un élément également qui contribue à ce dévoiement. Et ça, on ne le doit pas donc à ces concepteurs qui avaient forgé un très bon concept, mais au Sénégalais qui a tendance, au Sénégalais moderne qui a tendance à se laisser aller donc douillettement donc dans ces délices de Kapou, parce que c'est le plaisir au fond qui est recherché dans cette guerre des sens qui est légalisée dans les ménages donc, de l'époque. Mais justement, guerre d'essence où on va dire on n'a pas le choix. Parce que par exemple, une famille, le père et la mère sont retraités, le père il a juste une petite pension, il a 3 gros gaillards, une fille, ils sont tous adultes, mais les trois garçons ne travaillent pas. Et il y a la fille qui ramène de l'argent. En fait, c'est la seule qui ramène de l'argent à la maison. Mais les parents savent exactement ce qu'elle fait ou comment elle a cet argent, mais aucun d'eux n'ose parler. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont raison, en fait, entre guillemets, de fermer les yeux? Mais c'est ça le danger, justement. C'est là où, par exemple, si on en revient à ce que l'on dit en islam, que Dieu nous préserve de la misère, parce que la pauvreté, on dit que l'oisiveté est la mère des vices, mais peut-être que la pauvreté est la mère des vices, justement. Quand on est astreint au devoir donc en tout cas de se soigner, d'alimenter sa famille, donc d'être dans la recherche de la dépense quotidienne tout le temps, quelquefois on en arrive à oublier certaines choses. Les fondamentaux sont rapidement évacués. Surtout dans notre vie actuelle, dans notre société actuelle, où tout est cher au final. Exactement. La nourriture, les factures, surtout si on n'a pas la chance d'avoir sa maison à soi, mais tout est cher. Donc à un moment... Et quoi qu'on dise, les besoins primaires sont les besoins essentiels. Oui. Donc c'est les besoins de base. Oui. Et là, ça interpelle également les politiques publiques, le panier de la ménagère, donc il doit être surveillé. Donc il y a tout un ensemble de faits en fait qui contribuent
donc, à ce dévoiement de la société et pour lesquels peut-être il y a à pointer beaucoup d'acteurs. Mais en bout de chaîne quand même, tout commence dans la famille. Je le rappelle, lorsque le père de famille voit sa jeune fille sortir avec 50 cm d'étoffe, là quand même c'est pas l'État, c'est lui. Donc c'est également une manière de parler, une discipline sociale à maintenir, donc une logique très tôt que l'on installe au niveau des familles, de sorte que l'enfant il puisse bien recevoir les choses, donc bien les comprendre et les appliquer également, puisque lui-même il doit être un élément, ses parents doivent être un élément d'identification et lui-même il doit être un élément qui contribue à l'assise de cette société. Et ça, c'est dès l'enfance, dès la jeunesse, donc dès l'adolescence, qu'on essaie de l'inculquer à l'enfant. C'est là où le modèle social, il est à interroger, parce qu'il valorise des comportements qui ne sont pas donc à valoriser. Donc, il banalise des faits qui sont extrêmement graves, dont chacun contribue à, en tout cas, cette défaillance globale de notre société. Je pense que c'est là également où le père de famille il est interpellé dans sa responsabilité. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans beaucoup de foyers, c'est aussi on trouve un petit peu des parents, on ne dit pas qu'ils ont baissé les bras, mais presque, parce que le père, soit il est rarement à la maison, soit il ne regarde pas, c'est la maman qui gère. Et la maman, elle se dit, oui, mais du moment que ma fille peut se trouver un mari, et un mari intéressant, elle se dit peut-être que les hommes maintenant, les hommes riches, ils aiment ce genre d'habillement. Je veux que ma fille épouse un homme riche, donc je la laisse porter ce genre d'habillement. Parce que la plupart du temps aussi, il faut le dire, actuellement, c'est les mamans qui couvrent. Parce que le papa, les pères, ils sont pas trop... Enfin, s'il te voit passer, oui, il va te faire la remarque, ou alors il va demander à ta maman de te faire la remarque. Mais la plupart du temps, c'est aussi la maman en fait qui laisse faire, tout en se disant que voilà, je veux que ma fille épouse se marie vite, donc je la laisse faire. Oui, je pense que tout ça effectivement tient à cette faillite de la société qui également est liée à, en tout cas aux valeurs que l'on met en avant. Mais je pense que si par exemple les valeurs de tempérance, de discrétion, de patience, donc les valeurs qui sont référées au travail, les valeurs qui sont référées en fait à la saine ambition sont mises en avant. Nulle jeune fille ne penserait au mariage comme étant une finalité et nul garçon et homme en devenir ne penserait donc à la femme comme objet ou comme élément simplement d'assouvissement de ses désirs. Et c'est là où il est important que nous-mêmes nous revalorisions nos traditions qui sont bonnes, qui rejoignent les valeurs universelles, parce que les valeurs, elles sont partagées par les sociétés. Quand je dis une tradition, c'est parce que nous partons de cet enracinement dont parle Senghor. Mais il y a des valeurs universelles sur lesquelles, en fait, les bonnes familles, les grandes familles, qu'elles soient du Sénégal, du Mali, de la France, de l'Allemagne, elles se retrouvent. Et c'est ces valeurs sociales-là sur lesquelles il faut réfléchir et essayer d'apporter des idées pour les familles qui sont en perdition. Et c'est là où également il est important qu'au niveau de l'université, les chercheurs, qu'au niveau des plateaux de télévision, ces sociologues qui dissertent quelquefois sur certains éléments purement politiques, entre guillemets, attirent l'attention, insistent, écrivent, donc rationalisent leurs pensées pour que l'on puisse comprendre, donc l'on puisse être mis en face de nos responsabilités. Donc je pense que c'est tous ces éléments également qu'il faut mettre dans cet ouvrage qui se déroule dans un monde universitaire assez complexe où la jeunesse côtoie également d'autres acteurs qui est censé compléter cette éducation, même si effectivement l'école n'est pas par essence le premier lieu d'éducation, c'est un lieu d'instruction, mais toujours est-il que les maîtres, les professeurs sont également des exemples que l'on doit donner à la société et ils ont également leur part à faire. Ouais. Justement, on va y revenir. Là, il y a une expression que vous avez utilisée, c'est des négresses de Pigalle. Quand vous parliez de gens en fait avec ces fréquentations en Europe, en fait j'ai fait lire l'ouvrage par certaines connaissances juste pour avoir leur idée et ils ont trouvé que cette expression était un petit peu trop forte et trop péjorative. Est-ce que c'était voulu pour en fait montrer la gravité de la situation?
C'est exactement ça, parce que Jean, c'est un coopérant qui est au Sénégal et qui, comme beaucoup de Toubab qui viennent au Sénégal, avec toute cette charge qu'il y a derrière le mot Toubab, sont également dans cette péjoration sociale. Et le mot suisse là. Donc c'est un racisme quelquefois qui n'est pas assumé, quelquefois qui est involontaire. Pigalle, c'est la prostitution. Donc quand on parle de négresse de Pigalle, c'est juste ces baraneuses qui sont là, qui suivent ce non-sénégalais à la peau blanche qui vient et qui est un terrain conquis. Et lui, quand il vient, il a cet esprit. C'est comme l'histoire du clochard qui dit, moi je suis pauvre en Europe, mais ici c'est le paradis parce que quand je viens, je n'ai pas d'argent, mais tout le monde me suit. Parce que je suis blanc. Justement. Donc c'est une représentation également que certains ont de l'Afrique, qu'on met dans ce personnage de Jean, comme également dans le personnage du président, on en fait l'être le plus haï du pays, sans penser en partie, puisque l'ouvrage a été écrit en 1998, mais c'est l'histoire de nos dirigeants africains qui également concentrent le ressenti négatif des citoyens, parce que bien souvent en Afrique, on n'est pas dans la bonne gouvernance. Et l'on voit dans un épisode ce président qui est considéré comme un exutoire par un ancien bandit qui a ouvert un restaurant et qui a créé le concept de pizza vengeance, où c'est le personnage du président transformé en pizza qui lui donne les recettes qui lui permettent de faire un bon chiffre d'affaires. Exactement. Et bizarrement, le parti au pouvoir qui l'attaque sans réussir quand même à arriver à le faire tomber, puisque c'est quand même son gagne-pain. Il a trouvé le bon filon. Exactement. Mais ça, c'est encore pour revenir un peu à cette histoire liée à la gouvernance de nos sociétés, qui doit être le fait des décideurs, des chercheurs, parce que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, pour que l'on pense bien et l'on agisse mieux. Exactement. Et l'histoire de Jean, effectivement, rejoignait ces clichés que l'on peut avoir sur l'Afrique, mais ces clichés également que nous entretenons par nos comportements. Aller dans plusieurs villes touristiques, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, l'on retrouvera des comportements qui nous font tous honte. Non, mais même pas, il ne faut pas aller loin. Par exemple, à Auchan, quand un client blanc est là et un client, pourtant on est chez nous, un client sénégalais, la caissière, et ça j'ai déjà vécu, elle a tendance à aller plus vers le blanc alors que alors qu'on peut être avant. Juste parce qu'il est blanc, elle a tendance à aller vers cette personne en premier, alors que non, c'est pas malheureusement, c'est des conceptions que nous développons, parce que même quand on prend nos spécialistes qui, normalement, œuvront au développement de nos sociétés, avons ce patriotisme dans le sang, ces spécialistes sont ignorés pour d'autres au niveau extérieur qui, quelquefois, travaillent l'image de nos dirigeants, alors qu'au fond, c'est quand on est ancré dans le local que l'on sait ce qui est adapté par rapport aux réalités que l'on vit. Je pense qu'il y a ces complexes aussi qu'on développe et qu'on gagnerait à toujours aussi bannir. Et cet ouvrage, comme d'autres, comme plusieurs intervenants, s'investissent également dans cette logique pour dire qu'au fond, nous sommes dans cette vaste humanité où chacun a une valeur propre, où nous sommes des fils d'Adam avec des compétences particulières, des talents, et quelquefois, plus que ce que d'autres peuvent apporter, ce patriotisme qui est lié au fait que nous sommes des citoyens de notre pays avant d'être des citoyens du monde. Exactement. Je pense que c'est des éléments également par rapport auxquels nos gouvernants, et quand je dis nos gouvernants, les décideurs de façon globale gagneraient à s'inspirer. Tout à fait, tout à fait. Et dans un autre cadre, en fait, vous nous amenez un petit peu découvrir la vie estudiantine de l'UCAD. C'est l'université Cheikh Anta Diop, où les conditions ne semblent pas réunies pour leur offrir un bon cadre d'études. Et d'ailleurs, les personnes qui sont censées défendre les intérêts des étudiants, qui sont d'autres étudiants aussi, en fait, eux, ils pensent d'abord à régler leurs problèmes, parce que quand ils sont dans le bureau du recteur avec d'autres responsables, ils parlent d'eux quand même, ils parlent de leurs besoins. Et on voit qu'à la fin de la grève, ces personnes-là, soit ils obtiennent des bonus, soit ils se retrouvent à l'étranger, avec des bourses à l'étranger. Donc c'est quand même assez choquant, je vais dire. Oui, l'UCAD est assez représentative de la société sénégalaise, parce que c'est quand même une ville dans la ville. Oui. Et la population qui est accueillie à l'UCAD est non seulement un melting pot,
donc, qui, de par ses origines, représente tout le Sénégal, mais est plus dense, plus dynamique. Et c'est un concentré également de savoir où on n'en trouve qu'à l'UCAD, en principe. Oui. Donc, quoi que l'on fasse à l'UCAD, on doit faire plus et mieux. Parce que quand je résume en disant concentré de savoir, des milliers de personnes donc, qui ont un certain niveau d'études, qui sont dans une réflexion, en tout cas qui ont l'habitude de réfléchir, donc ça veut dire qu'on ne devrait pas retrouver certaines tares quand même là-bas. Mais malheureusement, cela aussi va avec cette décrépitude de la société que l'on constate avec un niveau qui baisse, donc, et qui est traîné, de sorte que quand on regarde l'élève de 1960, 65, 70, donc il parle un meilleur français que l'étudiant, par exemple, en tout cas certains, donc pour relativiser, des années 2000. Et c'est là tout le paradoxe que l'on constate à ce niveau-là. Et l'UCAD aussi est la proie, malheureusement, d'enjeux de pouvoir. Parce que quand vous êtes dans le cadre de la gouvernance universitaire, les autorités de l'UCAD, mais plus haut encore, les autorités qui gouvernent donc l'enseignement supérieur en font un élément sur lequel ils peuvent s'appuyer. Donc, certes, quelquefois pour la prévention, pour contenir certaines velléités de revendication, mais malheureusement, le dévoiement également que l'on constate dans nos sociétés en arrive à, en tout cas, il est arrivé dans des grèves où les dirigeants, comme je le dis, se sont envolés à tire-d'aile, donc à l'extérieur. Donc on les a retrouvés à l'extérieur, donc en train de, alors que c'est pas le mérite, donc il les y a amenés. Et ces phénomènes malheureusement de cours, ces phénomènes de corruption, ces phénomènes de violence qui sont entretenus, sont le fait simplement de l'argent qui circule, d'un pouvoir que l'on recherche. Quand vous voyez les renouvellements des assemblées donc au niveau de l'UCAD, les étudiants qui se battent à coups de machette, c'est parce qu'il y a quand même de l'argent là-bas. Et je pense que c'est tout un système qui est à réformer. Donc c'est des pratiques qui sont à revoir. C'est simplement des valeurs d'éthique qui doivent être promues. Et c'est le sens également de l'engagement à la citoyenneté, l'engagement donc aux études avec en toile de fond le service citoyen que l'on doit donner, puisque quand on travaille au niveau du privé ou bien au niveau du public, ce qu'on vise d'abord, c'est la satisfaction de l'intérêt général, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ce sens profond des choses qu'il faudrait réinculquer donc, à chaque acteur. Et quand je dis chaque acteur, je pense aux professeurs qui quelquefois également se livrent à donc ce jeu où on échange des notes, donc on l'a vu contre justement dans un fait divers récent dans un autre pays, mais on ne peut pas dire que c'est des choses que l'on ne vit pas ici. Donc il y a une proximité, donc il est possible également de pointer entre professeurs, élèves de sexe féminin. Donc il y a également d'autres phénomènes que l'on voit à l'UCAD. Donc, il y a également un manque de respect de certaines dispositions relatives aux franchises universitaires. Il y a une conception antagonique des choses que les uns et les autres développent. Les étudiants qui pensent donc des policiers, donc, qui sont membres de la fédération locale, hein, des innocents casqués. Donc, et les policiers également qui pensent que les étudiants sont des enfants gâtés du régime. Donc, et les étudiants eux-mêmes qui, à l'image de Roman, disent que l'UCAD, c'est, donc, je pense, l'université des chômeurs affamés. Donc des chômeurs affamés et diplômés. Donc je pense que tout ça, c'est des représentations que les uns et les autres ils mettent derrière donc leur action, parce qu'on est guidé par l'esprit que l'on a, la représentation que l'on a de l'acteur qui est en face, et ça alimente malheureusement une surenchère qui n'est pas en fait profitable au pays. C'est vrai. Et justement, en ça, vous comparez en fait ces étudiants-là qui profitent de leur statut avec les hommes politiques sénégalais que vous qualifiez en fait de transhumants. Parce qu'ils passent d'une catégorie à l'autre ou d'un côté ou d'un rang à l'autre. Et en fait, c'est assez dommage quand même parce que si on lit bien, les futurs leaders du pays prennent le mauvais exemple sur ceux qui sont censés nous diriger, nous guider.
Donc, d'ailleurs, tout au long du livre, on peut remarquer que vous n'êtes pas très tendre avec la classe politique. Oui, en fait, une société ne génère que les faits donc, dont s'exerce une partie de la société, donc forcément génèrent donc des conséquences qui sont négatives et qui, pour l'œil averti, l'œil qui observe, donc sont rendus dans leur crudité, donc ces faits-là. Je pense que pour en revenir à ce qu'on disait et pour être plus exact, ceux qui rentrent dans cette usine des chômeurs, affamés et diplômés, et qui sortent avec un brevet d'aptitude au chômage, parce que c'est comme ça qu'ils considèrent les universités dans lesquelles donc ils sont et les parchemins qui leur ont permis d'accéder à cette université. À la limite, ça peut juste être une voie pour passer du temps, tout en sachant qu'au bout du compte, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que quand on prend par exemple 50 000 étudiants et que l'on voit vraiment après ce vase-là se restreindre de sorte que ce qui sort, c'est un petit filet donc d'étudiants, là, on se dit quand même qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus dans ce marché du travail. On est dans des pays en développement, il y a mieux à faire quand même dans le cadre de la formation professionnelle qui doit être soutenue. On doit serrer, c'est juste des idées, hein. Donc quand je dis on doit, c'est juste dans la manière de parler. Mais il y a quand même matière à réfléchir pour essayer de contenir le flot entrant et de faire de l'université, de redonner à l'université sa véritable vocation. Ceux qui y entrent sont les meilleurs. Ils pensent également à la recherche, à réellement faire, à être une élite, mais une élite qui également est imbue de valeurs. Et là, ce qui peut en fait nous amener à cela, c'est que déjà, avant d'aller à l'UCAD, que l'on soit formé avec des valeurs d'éthique, donc avec certainement également un sens des choses bien faites qui nous permet donc d'avoir, pour moi, un certain optimisme. Donc, en entrant à l'UCAD, on se dit non, on a des chances d'être à tel ou tel endroit. Maintenant, ça aussi, ce qui permet d'en tenir cet espoir, c'est le fait que l'on soit dans des sociétés où il y a plus d'équité, il y a plus de volonté à mieux faire les choses. Parce que quand vous êtes un gouvernant, vous devez vous essayer à être dans l'équilibre. Et quand vous êtes dans l'équilibre, ça se voit. C'est-à-dire que les gens ont beau critiquer. Quand vous faites bien, ils le savent. Ils le savent. Les choses peuvent être dures, mais quand vous déployez les efforts qu'il faut, donc là, je pense que vous aurez le meilleur jugement qui soit. Et me revient un peu un mot de Churchill qui disait que l'exemple n'est pas la meilleure des politiques. Il dit la meilleure des politiques, mais c'est la seule. Donc, ceux qui sont en haut doivent normalement, en tout cas ceux qui occupent les meilleurs postes, ceux qui sont dans des postes de décision, doivent toujours donner l'exemple. Et c'est en donnant l'exemple qu'on inspire confiance, qu'on donne également à cette jeunesse, à ces citoyens, à ceux qui vous accompagnent, l'envie de mieux faire. Et je pense que c'est ce qui nous manque quelquefois dans les écoles que sont, les institutions du supérieur que sont l'UCAD, dans ces écoles donc au niveau le plus bas, dans les lycées, l'exemplarité. Et aussi, que nos propres exemples soient valorisés. Nous avons des exemples de réussite au niveau de l'industrie, au niveau même de la vie universitaire. On a des chercheurs qui sont distingués. On a des politiques, des hommes politiques qui ont une bonne assise, donc qui réfléchissent bien, qui sont vraiment qui sont d'un apport extraordinaire dans le pays, que l'on reconnaît. Donc, et ces gens-là doivent être donnés en exemple, et je dirais des écrivains aussi, avant que d'autres ne fabriquent des exemples qu'ils nous donnent et qu'on soit obligé de consommer alors qu'ils ne sont pas conformes à ce que nous faisons. Parce que, après tout, nous sommes dans une société qui s'appelle le Sénégal et nous avons nos propres valeurs. Et ces valeurs doivent être donc les référents de la jeunesse, mais également doivent être la soupape de sécurité, doivent être les piliers sur lesquels notre société sera assise. Et le pire, c'est que nous oublions de faire notre devoir et que d'autres, à notre place, nous indiquent la voie à regarder. Je pense que ça aussi, ça mérite réflexion. Exactement. Cet ouvrage aussi en appelle à cela. Tout à fait. Donc, sur ces belles paroles, nous passons maintenant à notre rubrique, comme d'habitude, note de lecture, avec Monsieur Mamadou Samb, qui aborde ici l'intérêt de la lecture et du livre chez les jeunes
apprenants à l'occasion de la journée du livre organisée par le lycée Jean Mermoz à Dakar. Regardons ensemble. Alors, là, en fait, je vous explique rapidement. Donc, après, au moment de l'émission, ils vont faire passer la vidéo. Donc là, nous, on va juste reprendre avec les livres, avec vous. Tout à fait. Merci beaucoup, la régie. Alors, est-ce qu'il vous arrive, vous particulièrement, d'aller dans les écoles pour échanger avec les élèves par rapport à vos écrits ou par rapport à d'autres choses? C'est réellement un souhait que je ne suis pas encore arrivé à exaucer, en tout cas qui ne m'est pas encore arrivé à satisfaire, dans la mesure où c'est moins un problème de disponibilité qu'un programme que j'ai essayé d'établir avec certains de mes éditeurs, mais qu'on a commencé d'ailleurs en nous rendant au lycée Jean Mermoz, à l'université, mais qui pour l'instant n'a pas encore donné ses résultats. Mais permettez-moi avant de revenir à cela, de remercier mon ami Mamadou Samb, qui est un grand écrivain et qui est également un éditeur que j'ai connu à l'ENEA, une école que nous avons faite, et vraiment qui me témoigne chaque jour et auquel également je rends la même amitié et qui fait d'excellentes choses. Et nous avons également grandi avec ses ouvrages et je tenais à lui rendre hommage. D'accord. Comme également à mon éditeur, Seydi Sow, qui est Grand Prix du chef de l'État pour les lettres. Exactement. Je ne ferai pas bien de ne pas le dire. Alors, pour en revenir à votre roman, il y a beaucoup de passages par rapport aux grèves au sein de l'université. Et en fait, c'est comme si, d'ailleurs c'est dit, les grèves sont un moyen de repousser les dates des partiels et des examens. Parce que lors du pseudo-procès du ministre de l'Éducation, l'avocat de la défense, en fait, il demande à quelle date, à quel moment les grèves se déroulent. Et c'est à chaque fois presque à la date des examens. Donc, est-ce que finalement, on ne devrait pas un petit peu... Est-ce que c'est du fait plutôt que le rectorat ne choisit pas bien ces dates ou c'est plutôt à cause des élèves qui s'occupent trop de la vie festive du campus, finalement? En fait, je pense que les grèves sont une forme de respiration aussi. D'une manière ou d'une autre. Donc, quand on les juge de façon objective, on est obligé de dire que c'est des moments de pause que les étudiants opèrent pour pouvoir se préparer à l'examen. Et je le dis dans l'ouvrage, les étudiants ont une manière particulière d'apprendre et de restituer les choses. On leur donne tellement de cours, on leur fatigue tellement la main, quelquefois dans les prises de notes, on leur donne tellement de fascicules. Le commerce va très fort à l'université avec des ouvrages, des fascicules qui se vendent. Donc, de sorte qu'ils ont du mal à ingurgiter toute cette masse d'informations. Loin de les pousser à la recherche, quelquefois il y a un système qui les abrutit. Ouais, trop d'informations. Ouais. Ce que je dis est à relativiser, évidemment, parce qu'on grossit quelquefois le trait, parce que l'écrit est aussi comme ça pour attirer l'attention. Mais tout ce est-il que les étudiants aussi ployant sous ce monceau d'informations, quelquefois inutiles, parce que quelquefois il y a un grand... en tout cas, il y a beaucoup d'informations qu'on leur donne pour noyer le plus important. Et ça, c'est des stratégies professorales aussi qui sont déployées et qu'on décrit. Et là, quelquefois, vous êtes obligé, comme quelqu'un qui est sur le sentier de la guerre, de guetter une phrase, une insistance, une inflexion ou bien un passage trop rapide du professeur qui veut vous dissimuler une information capitale qu'il va sortir le jour de l'examen. Donc, vous êtes là présent en train de guetter, au lieu d'écouter le tout, vous êtes en train de voir l'inflexion. Donc, vous voyez, dans la voix, ça c'est un aspect des choses. Mais il y a des étudiants qui se disent, j'attends juin. Puis, et quand je dis juin, c'est parce qu'en 98, les partiels se faisaient, donc à certains moments, les examens se faisaient à certains moments. Aujourd'hui, tout est déstructuré, on ne peut plus dire ça. J'attends donc juin pour étudier une partie du programme. Et je fais donc de la loterie. Donc c'est vraiment un jeu où je suis là, peut-être que j'ai 50% de gagner, 50% d'échouer. J'apprends la première partie du programme. Si j'ai la chance donc, de rencontrer le sujet, je passe, sinon... je me déverse.
C'est-à-dire que, et c'est pourquoi d'ailleurs on voit certains cas arriver, même si Aïcha a eu ce syndrome de la feuille blanche, non pas parce qu'elle avait donc ce parcourisme, donc on est là, donc la plante à fleurs, donc et ceci et cela. Il suffit qu'on le dise, non pas la plante à fleurs, mais la plante décorative, pour que celui qui avait appris par cœur, il l'oublie. Il l'oublie. Maintenant. Et après aussi, l'année scolaire, tout ce qu'on a appris, on le range dans les tiroirs. C'est ce qui fait qu'on a des médecins quelquefois qui sont donc diplômés, mais qui ne retrouvent plus donc ce qu'ils ont appris, parce que c'est de l'accumulation que l'on fait, et on n'a même pas la modestie de prendre, je sais pas, j'ai oublié comment leur bottin là s'appelle, ce qui leur permet de voir les prescriptions médicales. Il y a un gros ouvrage là, justement. On n'a même pas donc cette modestie de regarder cela pour voir, parce que, comme le dit Cheikh Hamidou Kane, il faut qu'on apprenne à lier le bois au bois, et c'est ce qu'on vous donne dans le milieu universitaire. On vous apprend à donc lier ceci à cela pour pouvoir conceptualiser, pour pouvoir retrouver une formule. Donc, confronté à cela, on ne se réfère même pas aux bons éléments, parce qu'on n'a pas eu le bon mode donc, de socialisation universitaire. On vous livre en vrac les choses, vous aussi, vous vous débrouillez pour apprendre. Maintenant, pour pouvoir contenir tout ça dans une tête, pendant X mois, on vous donne des informations donc, qui foisonnent, et votre tête est prête à exploser. À un moment donné, vous vous dites, je vais arrêter. Et c'est la grève. Vous cherchez le plus petit prétexte pour faire la grève. Mais dans cet ouvrage-là, ça nous permet également de pointer certains éléments. Vous allez au restaurant, vous ne mangez pas bien. C'est vrai, il y a des enfants gâtés qui donc, ne sont satisfaits de rien. Mais il y a quand même quelquefois aussi un minimum. Quand on mange avec des cailloux qui cassent la dent de quelqu'un, c'est déjà arrivé. En tout cas, dans l'ouvrage également, c'est le prétexte. Là, vous avez une grève qui est là. Une grève qui est légitime. Mais une grève qui s'inscrit dans un schéma global de respiration où il faut s'arrêter, donc prendre le temps de regarder les choses avant que la grève ne reprenne. Et bien souvent, certains organisateurs de la grève, c'est des stratèges. Eux, ils ne font la grève que pour pouvoir se retirer et apprendre, pendant que les autres, quelquefois, qui sont des nouveaux venus à l'université, donc croient qu'ils ont le temps de s'amuser. Donc, c'est des processus également sur lesquels on doit réfléchir et on doit apporter des solutions. Donc, même l'enseignement, que ce soit au niveau des lycées, que ce soit au niveau élémentaire, il faudrait peut-être voir comment expurger certaines choses, donc rendre les choses plus attrayantes. Un ami indien me disait qu'en Inde, quand vous êtes à l'élémentaire, vous apprenez juste la matinée et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne vous donne pas. Donc il y a des pays où certaines disciplines, selon que vous faites science ou non, donc ne sont pas en fait dans le programme. Donc je ne dis pas qu'il faut faire exactement cela, mais il y a quand même une réflexion à faire. C'est vrai que quelquefois aussi, des gens comme nous peuvent, en profane, parler de ce qu'ils ne savent pas, en tout cas ne maîtrisent pas. Mais toujours est-il que lorsque l'on n'explique pas, donc l'on peut également s'interroger sur la méthode aujourd'hui que les jeunes, avec laquelle les jeunes apprennent, où l'on vous dit de lire alors qu'on ne vous a pas appris à syllabiser, donc A, B, C, D, B, A, B, B, B. C'est comme ça que nous apprenions. Aujourd'hui, on dit aux élèves de lire directement sans avoir appris sur l'alphabet d'abord, ensuite les syllabes comme on le faisait dans les syllabaires. Et là, ça étonne l'esprit qui n'est pas dans cette pédagogie. Et on n'explique rien aux parents. Il étonne également le parent quand il voit son fils avoir 5 kilos donc derrière son dos, portant un sac lourd qui lui détruit la colonne vertébrale, et vous ne pouvez vous plaindre nulle part, parce que chacun est chef au Sénégal dans sa structure. Quand vous êtes maître, quand vous êtes directeur, quand vous êtes chef de service, c'est votre parole qui prévaut. Là également, je pense qu'on doit développer plus d'écoute. Et l'université également a besoin de cela. Et les grèves donc, ont besoin de ce regard également. Alors, dans un autre registre, on assiste au changement de Aïcha dû à sa rencontre avec le serviteur. Pourquoi ce terme de serviteur? Serviteur, c'est un peu pour pasticher ce qu'on appelait à l'époque les ibadou. Ibadou, serviteur de Dieu en quelque sorte. Donc c'est juste un mot pour introduire et ne pas dire
parce que éviter la stigmatisation. C'est juste ça. À un moment donné, on s'est dit, de la même manière qu'on a utilisé des symboles en parlant de relations rapprochées, donc de guerre des sens, là également, on va simplement parler de serviteur. Parce que c'est une jeune fille qui était dans une vie totalement extravertie, qui avait beaucoup de petits amis, donc qui jonglaient de l'un à l'autre, et qui, à un moment donné, a commencé à prendre la pente douce quand elle a rencontré cet homme. Et qui a changé, qui a semblé être dévote, en tout cas se réfugier dans la religion, dans la foi. Justement. Exactement. En tout cas, votre roman, il se caractérise vraiment par la richesse de son vocabulaire, parce que, en tout cas, personnellement, il y avait des mots que j'ai découverts à travers ce roman, et franchement, moi, je le verrais bien dans un milieu scolaire, justement, parce qu'actuellement, nous, les jeunes, on n'a pas beaucoup de vocabulaire. Déjà, avec les SMS, tout est abrégé et tout, donc ce roman, il tombe à pic, j'ai envie de dire. Et également par la profondeur du récit, parce que vous abordez plusieurs thèmes, mais des thèmes importants dans notre société actuelle d'ailleurs. J'espère que mes enfants seront d'accord avec vous, parce qu'ils me disent, papa, tu nous fatigues avec ces mots qu'on recherche dans le dictionnaire. Nous préférons Amidou pas. Je l'ai dit à Amidou d'ailleurs en lui disant, mais ces gens-là, je leur dis, mais toi, tu ne sais pas écrire. Comment ils peuvent te préférer à leur papa? Donc, mais malheureusement, c'est cet effort également qu'il faut faire, parce que chaque écrivain a son style. Effectivement, ce qui a fait le succès de Mariama Maba, c'est l'accessibilité immédiate de son ouvrage. D'autres ont connu le succès grâce à des ouvrages très fouillés, donc sans vouloir dire qu'au contraire. Donc Mariama Maba, c'est une icône de la littérature sénégalaise. Mais chacun a son style. Et chaque ouvrage également donne l'occasion à chacun d'entre nous de pouvoir en tirer parti. Et c'est en cela également que des émissions comme cela permettent d'accéder à l'auteur, d'accéder aux ouvrages et de pouvoir se diversifier, donc se cultiver. D'accord. Et votre dernier ouvrage, c'est Bruit de bottes au bord du Nil, c'est bien ça? Oui. De quoi il parle? Bruit de bottes au bord du Nil scénarise l'action qui se déroule aujourd'hui entre l'Éthiopie et l'Égypte. D'accord. On a le grand barrage pour la Renaissance éthiopienne qui est construit il y a 5 ans et qu'on met en eau depuis maintenant quelques mois et qui fait l'objet d'un casus belli entre l'Égypte qui a menacé l'Éthiopie de bombardement. Donc, et c'est l'Éthiopie qui estime qu'elle a besoin d'énergie pour se développer, alors que l'Égypte dit que les eaux du Nil sont sacrés. Donc, ça nous donne l'occasion de nous déployer dans cette corne de l'Afrique et sur le Moyen-Orient, où l'on retrouve beaucoup de mouvements, donc beaucoup d'acteurs conflictuels. Également, aujourd'hui, vous avez la guerre entre l'Éthiopie et le Tigré, qui est donc une de ces provinces, avec tout l'aspect géopolitique qui gravite autour, avec Asmara, qui est là également. Vous avez ACPA, Al-Qaïda pour la péninsule arabique, dont certains membres ont été en tout cas arrêtés. En tout cas, il y a 2 Égyptiens qui ont été arrêtés au Sénégal. Et dans l'ouvrage, on les réfère à ACPA. Ça nous permet de parler de cette myriade d'organisations qui gravitent autour de Al-Qaïda. Oui. Donc, c'est tout cela qu'on essaie de scénariser en mettant en jeu maintenant le plus illustre des pharaons, Toutankhamon. Toutankhamon, dont le tombeau a été découvert par Howard Carter. Et vraiment, le pharaon qui inspire cet ouvrage, avec le pulsaire, qui est un instrument qui a été dissimulé dans sa tombe, par le clergé justement d'Aton, dans sa tombe, le clergé d'Aton, qui est persécuté par le nouveau clergé d'Amon qui a repris du pouvoir avec l'arrivée de Toutankhamon. Parce qu'il faut se souvenir que Aton, c'était la divinité unique. Le culte d'Aton correspond au monothéisme que nous connaissons, alors que le culte d'Amon, c'est le polythéisme. Mais Akhenaton est arrivé avec une révolution en Égypte, en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Aton. Maintenant, son clergé, donc forcément, allait être combattu par le clergé qui était là, qui avait la toute-puissance, le clergé d'Amon. Et maintenant, dans l'ouvrage, le clergé d'Aton va correspondre, en tout cas, va donner naissance
aux populations sérères et poulard. Poulsères. Donc par contre, il ne faudra pas raconter tout le livre, sinon... Sinon, ils ne vont pas l'acheter. Allez acheter le livre et lisez-le si vous souhaitez connaître toute l'histoire. Vous avez raison. On est tellement passionnés par l'Égypte et par l'Éthiopie. C'est vrai. Donc, un pays quand même de civilisation extraordinaire. Le deuxième empire chrétien, donc après l'Arménie, qui a également donné naissance à l'Abyssinie, donc à la Nubie, et qui serait peut-être le précurseur de l'Égypte. C'est un point d'histoire qui n'est pas encore tranché. Et l'Égypte également, dont nous tous nous provenons, donc de sorte que c'est également un élément sur lequel j'ai toujours voulu écrire. Et cet ouvrage me donne l'occasion donc de l'avoir fait. D'accord, très bien. En tout cas, merci Monsieur Ba, vraiment pour votre présence ici ce soir. Merci de nous avoir accompagnés. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et je vous dis à samedi prochain, 21h. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir reçu. Je vous en prie.